Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vous propose de vous expliquer que faire face à une azotémie. Nous reviendrons tout d'abord sur la définition de l'atteinte rénale aiguë et ferons ensuite quelques rappels sur les différentes causes d'atteinte rénale aiguë. Ensuite, je vous expliquerai que rechercher lors d'atteinte rénale aiguë. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. Les reins sont à haut risque de lésions ischémiques et toxiques du fait de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la grande proportion de débit cardiaque reçu, 20%, comparé au poids corporel total, 0,5%, puis de fait de la haute demande métabolique et aussi en raison du haut potentiel de concentration des néphrotoxiques dans les cellules épithéliales tubulaires. La découverte d'une azotémie est en effet une situation courante pour tout clinicien. C'est pourquoi il est essentiel de savoir réagir face à des paramètres rénaux élevés, savoir que rechercher et adapter la prise en charge thérapeutique à chaque patient. La créatinine n'étant pas bien corrélée au débit de filtration glomérulaire, il faut savoir qu'à des niveaux faibles de dysfonction, aucune azotémie n'est visible sur le bilan sanguin. Une augmentation nette de la créatininémie reflète à l'inverse une diminution grave de la fonction rénale. De nombreuses études montrent que même une atteinte rénale minime augmente le taux de mortalité chez l'homme comme chez le chien. En médecine vétérinaire, un système de grading des atteintes rénales aiguës a été proposé par le groupe IRIS. Je vous invite à consulter ces informations sur leur site internet. Plusieurs termes désignent l'azotémie prérénale, à savoir azotémie hémodynamique, transitoire ou répondant à la volémie. Différents processus diminuant le flux sanguin rénal peuvent être responsables d'une azotémie prérénale, comme une déshydratation, une hypovolémie, une hypotension, une insuffisance cardiaque, une cirrhose hépatique, un syndrome néphrotique ou encore une anesthésie, un hypocorticisme, un traumatisme. C'est le cas aussi suite à une chirurgie, un état de choc, un coup de chaleur, une hypoalbuminémie ou une hypoperfusion rénale secondaire à un traitement à INS ou IECA. Ce type d'azotémie est caractérisé par une augmentation de l'urémie et de la créatininémie combinée à une densité urinaire élevée. Elle est dans la majorité des cas réversible lorsque la cause sous-jacente est corrigée. Cependant, si ces facteurs hémodynamiques ne sont pas pris en charge rapidement, le patient peut progresser vers une azotémie rénale ou parenchymateuse. L'azotémie rénale est également appelée azotémie parenchymateuse ou intrinsèque et peut être secondaire à l'atteinte de tout compartiment du rein. Dans la majorité des cas, l'azotémie rénale est secondaire à un dommage tubulaire ischémique ou toxique. Une obstruction prolongée depuis plus d'une semaine peut également aboutir à une insuffisance rénale intrinsèque. Différents agents infectieux peuvent aussi être responsables, comme lors de pyélonéphrite bactérienne à Escherichia coli, de leptospirose ou de borréliose. Les reins sont aussi sensibles à de nombreux néphrotoxiques médicamenteux comme les AINS, la cyclosporine chez le chat, certains agents de chimiothérapie ou les diurétiques. Certains néphrotoxiques sont aussi présents dans l'environnement, par exemple certains métaux lourds comme le plomb ou le cuivre, mais aussi certains pesticides, herbicides, l'éthylène glycol, certains champignons, le raisin chez le chien ou encore le lys chez le chat. L'azotémie post-rénale est causée par une fuite d'urine dans les tissus lors d'uro-abdomen ou d'une obstruction urinaire par des calculs urétéraux ou urétraux. Si elle n'est pas rapidement prise en charge, elle peut aboutir à la survenue d'une azotémie rénale, voire à des dégâts irréversibles sur la fonction rénale. Les signes cliniques lors d'atteinte rénale aiguë sont peu spécifiques, souvent d'apparition récente, et incluent une anorexie, une léthargie, des troubles digestifs, une PUPD ou une oligoanurie. Lors d'intoxication à l'éthylène glycol chez le chien comme chez le chat, des signes d'atteinte aiguë du système nerveux central peuvent être présents. L'examen clinique peut également révéler une déshydratation, une halitose urémique ou des ulcères buccaux, une douleur abdominale, une organomégalie abdominale, une tachycardie ou une bradycardie. L'exploration lors d'azotémie sur un patient présentant de tels signes doit se baser sur les données anamnestiques et ses anomalies cliniques. L'exploration doit inclure une analyse urinaire, une NFS, une biochimie incluant bien sûr les paramètres rénaux mais également un ionogramme, le dosage de la calcémie et de la phosphorémie, voire des gaz du sang si disponible.
Ces examens mettent le plus souvent en évidence, outre l'azotémie, une augmentation de la phosphorémie, une hypocalcémie, une hypo ou une hyperkaliémie et une acidose métabolique. L'analyse urinaire peut révéler une isosténurie avec une densité urinaire inférieure à 1,025 chez le chien et 1,035 chez le chat. La recherche d'une protéinurie est également importante. Schématiquement, la protéinurie est discrète à modérée lors de tubulopathie et marquée lors de glomérulopathie. L'analyse peut également démontrer une glucosurie sans hyperglycémie lors de tubulopathie. Le culot urinaire peut montrer des globules rouges, des leucocytes ou des bactéries. Les cristaux d'oxalate de calcium peuvent indiquer une intoxication à l'éthylène glycol. Un ECBU sera positif dans la plupart des cas d'infection urinaire. La radiographie est moins informative que l'échographie lors d'azotémie. Elle peut toutefois mettre en évidence une néphromégalie ou des lithiases. L'échographie permet avec plus de précision de décrire la taille des reins, leur aspect, identifier une dilatation de la cavité pyélique ou des uretères, un épanchement ou un tissu périrénal et beaucoup d'autres anomalies du tractus urinaire possibles lors d'azotémie. Elle permet également de rechercher une cause d'azotémie extra-rénale telle qu'un hypocorticisme avec des petites surrénales ou une pancréatite. Le scanner a montré son intérêt dans la recherche de calculs urétéraux, mais aussi et surtout dans le bilan d'extension des tumeurs. Une anesthésie générale est toutefois à éviter lors d'azotémie. Des recherches infectieuses doivent être menées sur des chiens présentant une atteinte rénale aiguë. La leptospirose est suspectée lors d'azotémie et de glucosurie. Elle est diagnostiquée sur les chiens n'ayant pas reçu d'antibiotiques par PCR sur 100 dans les 5 premiers jours suivant l'apparition des signes cliniques et par PCR sur les urines après ces 5 jours. Chez des chiens ayant reçu ne serait-ce qu'une injection d'antibiotiques, la sérologie est privilégiée. La suspicion par sérologie sera confirmée par une sérologie pérée 2 à 4 semaines plus tard et la multiplication par 4 du taux d'anticorps. L'ehrlichiose et la borréliose, quant à elles, seront recherchées par un test rapide et confirmées respectivement par une PCR ou une sérologie ou par un dosage quantitatif de C6. Lors de protéinurie dans des régions endémiques ou chez les patients ayant voyagé en région endémique, une recherche de leishmaniose par PCR ou sérologie sera indiquée. Enfin, lors de thrombopénie associée à une azotémie, il peut être intéressant de réaliser un frottis afin de rechercher une babésiose, voire d'envoyer au laboratoire une PCR babésia. Chez le chat, lors d'atteinte rénale aiguë et de néphromégalie bilatérale, des cytoponctions éco-guidées pour la détection d'un lymphome et une recherche de péritonite infectieuse féline sont indiquées. Lors d'atteinte rénale aiguë, l'animal peut présenter des signes de déshydratation comme de surhydratation. Ces deux situations cliniques sont dangereuses. Une surhydratation est suspectée en présence de muqueuses humides, d'une augmentation de l'élasticité de la peau, de tremblements, de nausées, de vomissements. Elle est suspectée aussi lors d'agitation, d'un jetage séreux, d'un chémosis ou encore d'une tachypnée, d'une toux, d'une dyspnée, de crépitant pulmonaire et d'un œdème, d'un épanchement pleural, d'une ascite, d'une diarrhée ou d'un œdème sous-cutané. L'animal doit donc être pesé dès son admission et son poids suivi dans l'idéal 3 à 4 fois par jour sur la même balance pour rapidement détecter une perte ou une prise de poids suspecte. Là encore, une hypo comme une hypertension peuvent être délétères pour la fonction rénale. La pression artérielle doit donc être maintenue au-dessus de 80 mm de mercure pour permettre une perfusion rénale adéquate. Une hypertension artérielle survient chez 80% des chiens hospitalisés pour une atteinte rénale aiguë. Les déséquilibres ioniques sont fréquents lors d'atteinte rénale aiguë et peuvent s'exprimer par des troubles du rythme. C'est notamment le cas de l'hyperkaliémie, fréquente lors d'insuffisance rénale oligo- ou anurique. Elle s'exprime typiquement par une bradycardie, une augmentation de l'amplitude de l'onde T, un raccourcissement de l'intervalle QT, un élargissement du complexe QRS et une diminution, voire une disparition de l'onde P. Une hyperkaliémie sévère peut provoquer la mort. La production urinaire chez un patient sain est de 1 à 2 ml par kilo par heure. Une atteinte rénale aiguë peut provoquer une polyurie ou une oligurie, voire une anurie. Plusieurs méthodes permettent d'évaluer cette production en pratique, de la pesée des alèses avant et après émission d'urine à la pose d'une sonde urétrale à demeure. L'azotémie peut être causée par une anomalie post-rénale, rénale ou pré-rénale. Ces différentiels sont à connaître car ils doivent être explorés chez un patient présentant des signes cliniques et biologiques la faisant suspecter. Les néphrites aiguës font partie de ces causes, qu'elles soient toxiques, dysimmunitaires ou infectieuses.
Plus elles seront diagnostiquées tôt, plus la prise en charge thérapeutique générale et ciblée sera efficace. Le pronostic lors d'atteinte rénale aiguë dépend en effet de la cause et de la rapidité de prise en charge. Il sera bon lors de pyélonéphrite ou leptospirose rapidement traitée, mais mauvais lors d'intoxication à l'éthylène glycol, lors d'azothémie marquée avec une créatininémie supérieure à 100 mg par litre, en l'absence d'amélioration suite à une prise en charge adaptée ou lorsque des maladies systémiques concomitantes seront présentes. J'espère que vous êtes désormais incollable sur l'azothémie. Alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. À bientôt!